En informatique, on veut tout prouver jusqu'à la lettre. En physique, si on observe 100 000 fois un truc, on en fait une loi, on donne un prix Nobel, on passe à la suite. On pourrait nettoyer l'Internet si on voulait avec ces LLM, parce qu'ils peuvent systématiquement, selon des critères, dire si oui ou non quelque chose sur Internet tient la route. Il faut que les gens se rendent compte aussi, c'est un modèle. Alors que nous, si on mettait un humain dans une pièce, on pourrait le tacler assez facilement. Je pense que si toute l'humanité se mettait à interagir avec un seul humain, on arrivera à trouver des coins où il s'en sort pas très bien. Je ne sais pas s'il a dépassé dans les rankings les autres modèles, mais en tout cas, il a été, avec très peu de sous, il est sorti de terre. C'est le storytelling. C'est ce que les Chinois nous disent. Voilà. Ouais. Nous, on refait un peu les mêmes erreurs. Donc, il y a 2-3 hôpitaux ici qui commencent à introduire des LLM, puis ils disent « Ah, si je fais ce résumé, alors ça va être un gain de temps pour le médecin. » Enfin, toutes ces choses-là que naïvement on peut penser. Je crois que ils ont fait des études aussi là-dessus, et c'est de l'ordre de 80% des décisions sur le terrain, elles sont prises sur la base de rien. Enfin, c'est juste la pure expérience du médecin qui doit fonctionner et puis qui n'a pas le temps d'aller voir dans un papier aussi ou ça comment faire. L'intuition, donc l'expérience. Il y a une partie de guideline, évidemment, de cadre, mais le gros du médecin, c'est de l'art en fait, c'est juste de l'expérience terrain et autres. Bienvenue sur la chaîne Alpacity. Aujourd'hui, nous recevons Charles-Édouard Bardine, physicien quantique devenu innovateur en intelligence artificielle et en santé. Il partage son temps entre plusieurs rôles, directeur de l'IA chez Domo Health, responsable sciences des données et IA au CHUV et directeur scientifique de l'association AI Suisse. Pragmatique, enthousiaste et adepte du bon sens, Charles-Édouard nous livre sans détour sa vision du déploiement de l'IA dans la santé et surtout comment ces outils peuvent être utilisés concrètement par toutes et tous dès aujourd'hui. Charles-Édouard, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de venir aujourd'hui ici sur la chaîne YouTube d'Alpacity. On va parler de plein de choses passionnantes. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu un résumé de ton parcours et pourquoi aujourd'hui qu'est-ce qui t'a mené à travailler dans des projets d'IA et de santé? Alors c'est un peu comme dans l'univers en général, c'est le hasard des interactions. J'ai un père qui est très bricoleur, donc j'ai rapidement été aiguillé vers des trucs scientifiques. Après, le summum à l'époque, avant qu'il y ait l'IA, c'était la physique, le modèle standard, toutes ces choses-là, la théorie du tout. Donc le truc qui était le plus intellectuellement intéressant à ce moment-là, c'était un peu ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi physique indirectement. Et après, bon, tout s'embraye, on est dans des rails et puis on suit au fur et à mesure de ce qu'on peut faire ou pas. Donc si on nous propose un échange, on va à l'étranger, on fait des expériences, voilà. Et rapidement, j'ai vu qu'en fait, déjà, il y avait l'arrivée de l'ordinateur quantique. Ça commençait à titiller tout le monde. Donc à l'ETH, j'ai fait ma thèse dans cette partie-là, qui m'a permis après d'aller à Caltech. Donc j'ai pu avoir une expérience assez chouette dans tout ce qui est ordinateur quantique. Il y avait l'inventeur de la correction d'erreurs quantiques qui rend le tout possible. Donc là, c'était aux États-Unis. Voilà. Ah, ok. Donc interagir avec ces gens-là, c'était exceptionnel et une belle expérience de vie. Et puis après, j'ai quand même réalisé que c'était sympa de jouer avec toutes ces théories, mais que l'impact terrain n'était pas encore vraiment là, il serait pas là de sitôt. Et je me suis dit, j'ai le choix entre m'enfermer avec des gens intellectuellement intéressants et oublier le reste de la société, voire même faire de l'argent parce qu'il y avait beaucoup de boîtes qui se lançaient, ou trouver un terrain où j'étais un peu plus utile. Puis je me suis dit, sachant que ma famille était plutôt centrée en Suisse et tout, mes intérêts de cœur plutôt là aussi, je me suis rapatrié en Suisse et puis après j'ai trouvé la santé un peu par hasard, mais pas seulement, parce qu'il y avait mon grand-père qui était aussi très malade de Parkinson. Il y avait un projet au CHUV qui était IA Parkinson, donc j'ai vite croché là-dedans. Au passage, avant, je suis allé à l'université de Genève aussi pour enseigner un peu l'IA, ces choses-là, parce que je trouvais que c'était déjà présent aux États-Unis puis pas trop ici. Ok. Donc la physique à l'IA, tu t'es formé tout seul, t'as appris, ok. Ouais, j'étais un peu le seul dans le département à faire ce genre de trucs-là. On avait fait 2-3 projets, puis après j'essaie de motiver les gens. Okay. Déjà, à ce que dans toutes les séries, au fur et à mesure du cursus, il y ait des parties de programmation, parce que même ça, c'était pas encore gagné, c'est tout à la main, la physique, quasiment tous les domaines scientifiques, c'est comme ça, c'est des exercices avec, après 45 minutes, on a une solution qu'on peut faire à la main, puis on est content, puis on passe à autre chose. Après, on arrive dans la vraie vie, il n'y a pas de solution, on doit pas faire tout seul, on doit collaborer, et en plus, on doit programmer, parce que du coup, les choses à la main, on arrive vite au bout. Donc on est vite déboussolé et du coup autant faire des parcours qui sont un peu différents où la programmation s'insère naturellement tout le temps comme langage pour aborder les choses, et aujourd'hui de la même façon l'IA.
Donc voilà, c'était un peu pour commencer ça, mais c'est vrai que là, c'était aussi un long combat à faire. En physique, il y avait beaucoup de scepticisme parce qu'on arrive avec des méthodes qui sont finalement celles d'aujourd'hui en IA, ce sont des méthodes qui sont des années, c'est le XVIIe siècle ou ce genre de choses. Donc c'est pas extrêmement, en termes d'optimisation, c'est très loin de ce que les physiciens maîtrisent bien. On n'utilise pas la première dérivée pour trouver un optimal, mais on utilise la 2, la 3e, voilà. Okay. Il y a des méthodes plus efficaces que ça. Du coup, très sceptique la plupart des gens sur la capacité de ces choses à résoudre des trucs. Et ce qui a vraiment changé, c'est qu'en fait, avant, on voyait comme des systèmes avec un grand nombre de paramètres, comme des choses qui marchaient pas. S'il y a trop de paramètres, c'est juste pas, il n'y a pas assez de contraintes pour les dicter. Du coup, on se disait, grand nombre de paramètres, ça marche de toute façon pas. Et donc, toute l'optimisation était un peu à utiliser efficacement des paramètres. Alors qu'aujourd'hui, on dit on en met le plus possible de paramètres, puis on expose à le plus possible de données. Et c'est un peu l'émergence qui se fait seule. C'est ce qu'on a appris un peu dans l'industrie. C'est qu'en gros, il faut moins contraindre possible sur ces algorithmes et les laisser apprendre simplement. Plutôt que de structurer à l'avance. Est-ce que c'est pas un peu un trait humain si tu regardes un petit peu l'histoire des techniques et des technologies, on a toujours commencé par ne pas se poser ces questions de comment être plus éco-responsable, réutiliser, etc. Enfin, on était plus dans le test et on y va et on verra ce qui prend. On teste un peu, mais on a surtout un historique du siècle des Lumières où c'est très mécanistique. Ouais, voilà. Donc c'est un peu l'univers horloge qu'on peut comprendre, qu'on reconstruire, etc. Puis on a appris au fur et à mesure qu'en fait, le monde fonctionne vraiment pas comme ça. Non seulement en théorie de complexité, on sait que la plupart des problèmes, on peut décrire parfaitement les règles, mais on peut pas les simuler efficacement. Mm-hmm. Ça veut dire que la science, elle dit rien. Ça, c'est une barrière fondamentale. Elle peut juste écrire les lois. On peut simuler 2-3 étapes à l'avance, mais pas plus. Donc ces modèles, ces systèmes-là sont inabordables. Et c'est la majorité de ce qui se passe. Donc il faut juste être conscient que la science, elle prédit pas. Voilà. Et progressivement, ça a fait un peu son bout de chemin. Et ouais, c'est complètement embrasser en fait tout ce qui est émergence. C'est-à-dire que maintenant, on a réalisé qu'en fait, on peut laisser de côté un peu tout ce qui est anthropocentrisme et tout ça, en voyant tout à travers notre pensée, puis juste réaliser que la plupart des choses sont en interaction, et puis il y a une émergence de comportement. Cette émergence de la nature, elle n'est pas optimisée tant que ça. On est des machines, mais c'est peu probable que la biologie est optimisée au niveau calcul. C'est juste qu'il y en a une étape d'émergence d'embryon à humain qui est compliquée à faire déjà pour qu'on survive en tant que machine. Tandis qu'aujourd'hui, on peut créer une machine, donc on n'a pas cette étape-là. Et donc, on n'est pas optimisé pour le calcul, on est optimisé pour ce chemin-là déjà, et ensuite un peu pour le calcul. Donc, on n'est pas forcément des machines très, très puissantes à ce niveau-là. Et du coup, on peut abandonner ce point de vue que nous, on est extrêmement complexe. On peut explorer librement l'univers des possibles en termes de calcul et exposer des algorithmes de toutes sortes qui ont plus de paramètres que nous à toute une panoplie de problèmes. Donc nous, tout ce dont on parle, c'est exposé à du texte, et des images et des vidéos et un petit peu de raisonnement aujourd'hui. Mais dans le monde de l'IA, il y a beaucoup plus. C'est exposé à des configurations de protéines, exposé à des parcours de soins, exposé à toutes ces choses. Et à chaque fois, on a une émergence d'un truc qui arrive à structurer ça, à faire des approximations même de problèmes complexes, qui est assez magnifique. Ouais. Alors, si je résume un peu ce parcours, tu as voulu retourner vers cette réalité, finalement, de la vie et résoudre des problèmes concrets. Qu'est-ce que la physique, quand même, t'apporte dans tes projets que tu mènes? Parce que je vois, tu as un petit peu ce regard sous différents angles, je trouve, sur ce que à chaque approche ou expression ou idée que tu essaies de nous transmettre. Oui. Je pense que c'est presque ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, c'est de vraiment avoir en tête les barrières fondamentales de ce qui est possible ou pas. Donc aujourd'hui, on a une théorie de complexité, par exemple, qui dit à chaque problème, à chaque interaction, on met des particules en interaction, n'importe quoi, ordinateur, système physique, n'importe quoi, dans l'univers. Sa dynamique, elle est régie, elle tombe dans une certaine classe. Les questions qu'on pose, par exemple, vers quoi ça va aller comme équilibre, ce genre de choses, ça fait partie d'une classe. On ne la sait pas toujours à l'avance, mais disons, il y a ces barrières fondamentales qui est que parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas prédire. C'est juste dans des classes de complexité qui sont telles, c'est la majeure partie. Et puis après, il y a des classes qui sont plus faciles, il y a des classes qui sont compliquées, mais si on a un ordinateur quantique, par exemple, ça devient un peu plus facile, ce genre de choses. Donc il y a des barrières fondamentales, ça c'est juste des lois, un jour ça sera sûrement des lois physiques au même titre que Newton et autres.
C'est juste qu'aujourd'hui, ça vient de l'informatique. Et du coup, il n'y a pas eu encore... En informatique, on veut tout prouver jusqu'à la lettre. En physique, si on observe 100 000 fois un truc, on en fait une loi, on donne un prix Nobel, on passe à la suite. Donc là, on ne fait pas ça. Il faut que ce soit vraiment prouvé, ces choses-là. Donc c'est classes de complexité et autres, qu'elles soient rigides et autres. Et c'est pas encore le cas, mais si c'était en physique, ça ferait partie des lois de la nature et on saurait et on les utiliserait. Donc il y a un peu, avoir ce cadre-là, c'est super important à mon avis, pour même penser. Et puis après, l'articulation au sens de science de Kunst, enfin simplement de quelle est la réflexion scientifique de passer progressivement d'un paradigme à un autre. Ça, c'est une façon de construire, d'être sceptique de base, puis d'absorber et de passer à un paradigme qui est pas très éloigné, mais simplement qui repousse un petit peu au fur et à mesure les frontières du savoir. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne en gros quand on fait maths, physique, ces choses-là. Enfin, plutôt physique parce que c'est ancré dans le monde réel, mais... Et ça, à mon avis, ça devrait être la base de la réflexion citoyenne dans tous les domaines. Ça devrait pas être l'apanage de la physique. Ça n'a pas de sens parce que c'est avec ça qu'on peut réfléchir plus efficacement, pas tomber dans des choses où... qu'on lit aussi même dans la façon dont les médias articulent certaines choses à travers le langage seulement, puis la logique grecque et tous ces trucs-là. Ils ont l'impression de faire un raisonnement logique parfois, mais en fait, au niveau purement empirique, vérifiable, c'est pas le cas. C'est juste des défauts de langage, en fait. On construit des théories avec du langage, et ça, on sait que ça marche pas trop. Donc pas toujours. Pour certaines choses, ça marche bien, évidemment. Donc, c'est un peu ne pas avoir ces travers-là, en gros. Et pour l'IA, c'est extrêmement intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, venir d'un truc où c'est plus programmation ou même data science, ça donne pas cette vue d'ensemble. Alors, on peut aussi l'acquérir, évidemment, dans l'expérience, mais ça ne te donne pas systématiquement. Et puis après, c'est des compétences peut-être qui sont plus remplaçables aujourd'hui, parce que créer un modèle, une fois qu'on a l'idée, on sait que ça va marcher, que ça a du sens physiquement, l'IA peut le faire. Pareil pour la programmation, c'est plus très utile de maîtriser finement, de dire moi je connais du Rust jusque dans les détails, alors que je peux lui dire à cette personne moi aussi j'ai juste à décrire l'algorithme que je veux et puis on le codera pour moi, enfin j'ai pas besoin de toi, quoi. Alors justement, voilà. Est-ce que l'IA est un abus de langage, intelligence artificielle? Oui, alors complètement. En fait, il y a tout un monde d'IA c'est un ensemble de méthodes pour explorer des possibles. Donc si on veut atteindre un algorithme qui permet de distinguer un chat d'un chien, on ne sait pas trop comment le faire à la main. On dit il faut compter quoi, le nombre de queues, le nombre de pattes. On peut s'amuser comme ça et ça marche pas bien. L'autre façon de faire, c'est de prendre un mastodonte plein de paramètres, l'exposer suffisamment à des données en lui disant distingue avec un objectif de contraster ça, par exemple. Et puis ça marche tout seul. On arrive à des programmes, en fait, on arrive à atteindre avec ces méthodes des programmes complexes qu'on ne saurait pas écrire nous-mêmes, puis donc des nouveaux possibles. Et ça, c'est le monde en général. Ça peut être applicable à tout. En physique, on l'utilise aussi pour optimiser des façons d'organiser de la matière et autres, pour avoir certaines propriétés. On peut réverser, ingénierer des choses. Et tout ça, c'est tout un monde. Après, l'IA telle qu'on la conçoit aujourd'hui, dont on en parle, c'est vraiment l'IA à visée humaine, en gros. C'est depuis ChatGPT qu'on a réalisé dans le monde langage qu'en fait il y avait cette émergence qui en physique ça fait longtemps qu'on sait ça, mais qui marche bien aujourd'hui, c'est complètement un accident. C'est assez logique en rétrospectivement que c'est comme ça. Si on prend la physique, c'est toujours comme ça que ça marche. Donc exposer ces trucs là, il fallait le faire en fait. Et puis la prouesse, c'est surtout une prouesse d'ingénierie. C'est pas vraiment le concept qui est nouveau, mais c'est être capable de le faire à grande échelle efficacement avec tous ces problèmes de GPU, d'intercommunication, de flops, tout ça, quoi. Donc c'est les évolutions techniques et technologiques qui ont permis en fait de faire ces choses de base à grande échelle et de voir que oui, l'émergence, elle est bien plus puissante que ce qu'on pensait. En fait, il y a de la structure, enfin la compréhension, entre guillemets, la capacité à articuler du langage, elle est beaucoup plus puissante qu'on pourrait l'imaginer même naïvement en connaissant l'émergence de la nature. Même un physicien, il est bluffé par rapport à la puissance jusqu'où ça va. Donc après, l'intelligence artificielle, elle va dans cette ligne-là. Le but, c'est d'arriver à reproduire des choses de l'humain. Donc on a fait le langage, là on le fait bien. Les parties visuelles du cerveau aussi, en termes de reconnaissance d'images. Mais là, on va même plus loin. On peut générer ces images. Ça, c'est pas des choses dont on est capable. Je veux dire, on n'est pas capable d'articuler une vidéo qui suit les lois de la physique dans notre cerveau. Donc là, ça sert surtout les besoins d'un marché, des choses naturelles qu'on aimerait faire pour soutenir des produits, plus que l'humain. Donc c'est un peu un humain guidé par des marchés. Et puis là, la pierre un peu manquante, la prochaine, c'est effectivement capacité de raisonner sur des problèmes. Mais là encore, il y a eu zéro conceptuellement
pas d'avancée extrêmement forte, c'est juste qu'on a exposé ces mêmes algorithmes qui maîtrisaient le langage à des problèmes mathématiques, des programmes dont on peut vérifier le résultat. Et donc on peut dire si c'est oui ou si c'est juste ou faux. Et puis après, on entraîne ces choses-là à juste faire une chaîne de raisonnement. Donc soit en token, donc en unité de langage, on peut dire ça, abstraite ou pas. Ça peut être abstrait, puis après on l'explique. Donc on transforme cette chaîne de pseudo-raisonnement en du langage. Mais qu'on puisse la lire ou pas, c'est en gros, on a cette chaîne de tokens et après, sur chaque problème, on dit si tu y arrives, super, je vais renforcer cette chaîne-là et je fais ça sur plein de problèmes. Il n'y a même pas besoin de tant de problèmes que ça parce qu'il y a des modèles récents là, qui l'ont fait sur un millier de problèmes mathématiques bien choisis. Et ça suffisait pour faire émerger un peu plus un caractère raisonnement dans ces modèles. Donc c'est rien de très compliqué, c'est encore une fois, c'est extrêmement compliqué en termes d'ingénierie, de pouvoir faire ça efficacement avec des GPU et autres, tout en maintenant tout le reste, parce que c'est un peu, ces modèles-là, c'est un peu comme des ballons de baudruche, enfin pour moi en tout cas, on tire un objectif, par exemple, de bien maîtriser le langage, d'être très intuitif, fluide, et après, les problèmes mathématiques, c'est pas du langage, c'est des axiomes qui pourraient être intelligibles pour un alien, enfin qui a un autre langage, donc c'est détaché. Donc si on optimise sur ça, on va un petit peu réduire la capacité à faire du langage. Et puis après, si on fait que ça, comme DeepSeek par exemple, où ces modèles-là le font, on n'a pas encore tout le reste. C'est-à-dire que les optimisations en termes d'éthique, de fiabilité, de guider, de pouvoir les guider avec des instructions, toutes ces choses-là, c'est un truc à multi-objectifs qui est très dur à maintenir ensemble. Il faut tirer sur tous les fronts en même temps. Et ça, c'est la magie de ce qu'ils font en interne chez OpenAI et autres, qui n'est pas du tout représenté dans les modèles un petit peu, je ne veux pas dire jouer, mais c'est un peu des démonstrations sur un point spécifique, par exemple le raisonnement avec DeepSeek, avec des benchmarks qui sont plutôt au niveau mathématique et résolution de problèmes, qui ne représentent pas du tout les capacités du modèle sur le reste, en fait, en termes éthiques, instruction et tout le reste. Raconte-nous un petit peu DeepSeek, parce qu'ils ont réussi donc à faire un modèle fonctionnel. Je ne sais pas s'il a dépassé dans les rankings les autres modèles, mais en tout cas, il a été avec très peu de sous, il est sorti de terre. C'est le storytelling. C'est ce que les Chinois nous disent. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses. Bon, déjà, c'est des choses très, très. La plupart des ingrédients pour faire ça, ils n'étaient pas visibles, mais ils étaient déjà là à travers quelques papiers qu'il y avait déjà depuis 2 ans, par exemple sur les mixtures d'experts qu'ils utilisent. Il y a deux, trois points en fait qui non seulement ne sont pas vraiment présents que dans DeepSeek R1, qui est le modèle dont on parle là maintenant. Donc c'était déjà présent, ça fait 2 ans et demi et quelques qu'ils développent ces modèles, c'était déjà là, donc c'était déjà documenté. Mais il y a 2 grosses choses, en gros, c'est cette mixture d'experts qu'ils ont fait extrêmement efficacement. Ça veut dire qu'ils arrivent à faire un modèle qui a 256 sous-modèles. Et à l'entraînement, il n'y a pas tous ces weights, enfin ces nœuds neuronaux artificiels qui sont activés en même temps. Donc il y a juste à peu près de l'ordre de 8, je crois, c'est un facteur 32. Donc c'est ce qu'on appelle sparse, il y a très peu qui s'activent, c'est un peu comme dans le cerveau quand on est sur une tâche ou une autre, c'est pas toujours les mêmes choses qui s'activent, mais à chaque passage d'activation il y a vraiment un facteur 32 moins que le modèle entier qui s'active, et donc c'est une fraction, c'est ça qu'il faut calculer, donc c'est une fraction à calculer, donc c'est beaucoup plus facile à entraîner, à faire de l'inférence dessus aussi, à utiliser le modèle après, c'est moins coûteux en énergie, donc ça ils le font très très bien. Et ils détaillent comment le faire, donc ça c'était déjà fait aussi chez OpenAI, on ne sait pas exactement comment, mais peut-être à peine moins bien, c'est souvent des facteurs 4, là c'est un facteur 32 de vraiment sparsité. Mais ça, on a accès à ces informations-là ? Oui, alors à travers ça, on peut voir un peu ce que les autres font en termes d'open source, et c'est typiquement ces facteurs-là, et là ils sont encore à une autre échelle. Ils ont été très contraints aussi, il faut voir dans leur historique, ça fait... depuis 2021 ou 2022, ils avaient de la peine en fait à obtenir des GPU efficaces depuis l'étranger parce qu'on limitait en termes de flops et puis d'interconnexion, de communication dans les puces pour pas que la Chine puisse avoir une densité d'IA forte. Mais malgré tout, voilà, ils arrivent à contourner. En fait, à l'époque, ils avaient limité en termes de flops seulement, mais là, ils ont donc la communication... ils avaient les flops, mais ils n'avaient pas la communication, et ils ont dû être un peu plus inventifs sur comment faire communiquer ces trucs, et ils ont réussi à le faire malgré le fait que les chips qu'ils avaient, ils étaient pas si bons. Donc ils ont été très malins, ils ont dû pas utiliser les librairies de Nvidia et autres telles quelles.
ils ont dû aller creuser un peu plus pour optimiser ça. Et en fait, en faisant ça, ils ont sorti 2-3 trucs intéressants que tout le monde peut maintenant utiliser. Probablement qu'OpenAI ils le font déjà, on ne sait pas exactement. Mais pour le reste de la communauté, ça a une valeur de voir ces choses-là. Donc ça c'est clair que c'est une avancée en termes techniques, mais assez marginale en fait. C'est quand même un gain, mais voilà. Par contre, en termes de raisonnement, on en fait énormément pour pas grand-chose. Okay. C'est très très loin des capacités des modèles un peu frontières qui sont américains, dans le sens où oui, ils ont entraîné sur des problèmes en apprentissage renforcé seulement, et puis ils ont dit que ça marchait, donc il n'y a pas besoin de faire du fine-tuning supervisé après, par exemple, ce genre de choses. Donc ils ont trouvé un truc plus simple, et souvent on est friand de ça, on se dit c'est plus simple, c'est génial, ça émerge quand même. Mais en fait, en réalité, quand on l'utilise, on sait très bien qu'il n'y a pas tout le reste. Donc en termes d'utilisation, la cohérence des textes, après 500 mots ou autre, elle commence à flotter. Donc c'est très très bon sur des benchmarks de maths et puis d'écriture de textes courts créatifs, ce genre de choses. Par contre, dès que c'est plus long, la cohérence, elle se casse la gueule tout de suite. Et moi, pour l'avoir utilisé assez fréquemment au départ, en tout cas, je le trouve inutilisable pour des choses complexes. Donc ça veut dire pour pouvoir, une fois que la réflexion est faite, le raisonnement, intégrer ça à des textes existants et autres, le truc est incapable de maintenir une cohérence à ce niveau-là, sans mentionner tous les travers au niveau éthique et tout le reste que OpenAI, et malgré tout, il y a une armée d'humains derrière qui font que le ballon de baudruche tient la route. Mais est-ce que c'est un message auprès des acteurs dans le domaine de l'IA ou du numérique plus largement voilà, en fait, c'est possible. Il n'y a pas besoin de 500 milliards de levée de fonds pour... les chiffres sont assez faussés, entre guillemets, parce que c'est pour un entraînement final. Ouais. C'est ce qu'ils appellent le YOLO, le You Only Live Once. C'est le truc, on est prêt, on entraîne, puis ça coûte ça. Ouais. Ça, c'est ce qu'ils ont reporté. Mais après, il y a un facteur 3-4, je sais pas, de ces GPU à utiliser pour juste faire les expériences avant jusqu'à ce qu'on se lance dans l'expérience finale. Il y a souvent énormément, c'est un coût non négligeable, et puis après il y a tout le coût pour arriver là. Ça fait 2 ans et demi, je sais pas quelle existence ils ont. Ils sont partis du trading à la base. C'était un hedge fund qui voulait détourner les GPU qui étaient utilisés pour le trading pour faire des LLM, pour que les LLM puissent lire des articles de presse et puis après être plus efficaces dans l'optimisation au niveau de trading. Ça avait du sens, mais ça fait longtemps qu'ils sont là et ils ont fait toutes ces avancées, même celles qu'on valorise maintenant étaient déjà là en 2022. Donc c'est un peu, voilà, on a repris les talking points de la Chine et puis on s'est pas trop posé de questions sur ce qu'il y a derrière. Il y a un parcours aussi. Ce qu'on peut leur donner, c'est qu'ils ont été efficaces sur 2-3 trucs techniques qui existaient déjà, mais juste qu'ils ont optimisé encore sous contrainte. Et puis après, ils ont fait une démonstration très marketing sur un aspect, mais qui est pas désirable à long terme parce que l'apprentissage renforcé seulement sur le langage, il y a personne dans les experts qui y croient vraiment parce que en fait, les chaînes de raisonnement qu'on voit, qui nous montrent, elles correspondent pas à une réflexion qui se fait. C'est juste, pour arriver à résoudre ce problème, il a dû articuler quelque chose. Ça veut pas dire que c'est ce qu'il fait, c'est juste la trace de ce qu'on voit qu'il a mis, les bouts de langage qu'il a mis ensemble pendant qu'il faisait ça. Donc c'est pas comme si, quand on lit ce texte, on voit la façon dont il résonne, même s'il y a un peu de ça. Donc ces trucs-là sont un peu nous mettre sur une fausse piste. Puis surtout, c'est figé, donc il n'y a pas une profondeur de réflexion, contrairement à ce qu'ils appellent le test time inference, où là, on peut ajuster la profondeur des réflexions, on dépense juste plus de calcul pour, si le problème est compliqué, aller plus loin. Et les modèles d'OpenAI, maintenant, vont faire de l'adaptatif, donc ça dépend de la question, on mettra plus ou moins de calcul, de capacité de calcul pour aller, si c'est un problème complexe ou pas. Et là, c'est une chaîne qui est figée, donc c'est pas du tout désirable. Et c'est contraint par le langage, donc articuler des tokens en langage, des tokens de raisonnement en langage, ça contraint énormément. Même dans leur papier, ils ont vu que s'ils laissaient la chaîne de raisonnement passer d'un langage à un autre, ça marche mieux sur la résolution de problèmes. C'est parce que c'est ce qu'on disait avant, c'est que si on entraîne sur un objectif, on est moins bon sur les autres. Donc moins on contraint, c'est-à-dire on n'impose pas qu'il doit réfléchir avec des tokens de langage, mais des tokens abstraits, et ça marche mieux sur la résolution de problèmes, mais après on peut pas lire ce qu'il a fait. Mais en même temps, dans notre cerveau, il n'y a pas des tokens de langage qui font notre réflexion, c'est des unités qui s'activent, et puis après on peut décoder, un peu comme nous on fait, dans notre pensée on se dit j'ai fait ça, alors que le calcul c'était tout autre. C'est juste a posteriori, on rationalise. Donc là, c'est un peu ce que OpenAI fait, il y a des tokens qui ne sont pas du tout de nature langage, qui sont très efficaces, et après il y a une chaîne qu'on voit,
Ils ont été forcés de le faire parce que DeepSeek l'a fait, donc ils ont vite mis ça ensemble. Voilà, ça apporte donc le O3 Mini, c'est vraiment ça. Maintenant, ils montrent la chaîne, mais c'est pas la chaîne telle qu'elle a été entraînée, c'est une formulation de la chaîne en interne qui est plus puissante que DeepSeek. Donc il y a énormément de... On peut pas prendre DeepSeek et puis en faire ça scale pas bien en fait. Là, on a l'impression que tout est gagné facilement. Alors ça va soulever vraiment en termes open source tous les autres qui n'avaient pas ces méthodes-là. Mais des OpenAI, ils sont loin devant, très très loin. Et pour l'instant, l'argent est nécessaire pour tout ça. Ouais. Donc c'est un peu, voilà. Quel parallèle on peut faire entre ces réseaux de neurones artificiels et notre cerveau ? Ouais, alors ça, c'est souvent la grande question. C'est d'un point de vue physique, ça c'est pour ça que c'est utile des fois d'être un peu physicien. On sait qu'en fait, pour un certain comportement, si on mesurait le comportement à travers des tâches, un certain nombre de tâches, on peut imaginer, il y a un nombre exponentiel de machines. Donc quand je dis machine, c'est juste un agglomérat de particules ensemble qui suivent les lois de la physique. De toute façon, on est tous ça, que ce soit un ordinateur ou pas. Donc, quelle que soit la machine de Turing, on appelle ça étendue quantique, mais bon, c'est n'importe quoi du monde réel. Si on doit être proche de ce comportement, il y a une quantité astronomique exponentielle de possibilités de le faire. Donc le calcul qu'on fait vraiment, que ces machines font, il y a plein de façons, un nombre exponentiel, et à la fin, ça se traduit en tâches de la même façon. C'est juste parce que les tâches, c'est un sous-ensemble de tout le calcul qui est fait. Donc si on veut dire, on aimerait que le comportement il soit proche d'un humain, sur tout ça, eh ben, il y a encore il y a un nombre astronomique de façons de le faire. Il n'y a pas que l'humain qui... Par défaut, c'est pas comme ça. On sait que fondamentalement, à travers juste la physique, il y a un nombre astronomique de façons de faire le même comportement qu'un humain, tout en ayant le calcul en interne qui est complètement différent. Ça me fait juste penser, mais dis-moi si c'est juste ou pas. Quand on a voulu apprendre à voler, on imitait les oiseaux. Puis en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout... Enfin voilà, il y a d'autres façons. Est-ce qu'on est un peu dans cette configuration ? C'est un peu là dans ça, mais il y a quand même des choses où s'il faut de l'énergie, la gravité elle va dans un sens. Là on est quand même sur des choses assez complexes, mais c'est un peu peut-être la similarité la plus proche de nous. Historiquement, c'est en thermodynamique. C'est s'il y a un nombre d'états macroscopiques, par exemple pression, volume, température, ce genre de choses, on peut, à paramètres égaux, avoir une quantité astronomique aussi d'états, de configuration des molécules dans une pièce, par exemple, sans changer la température ou aucune de ces choses. Là, c'est exactement la même réflexion, au fond. Du point de vue physique, c'est exactement la même chose. C'est vraiment, cette fois, c'est comportemental, donc il y a des états de comportement, et en interne, il y a toute une panoplie de calculs possibles. Et donc, à chaque fois dire, moi, ça me fait toujours un petit peu... du mal d'entendre « Ah, mais l'humain, il y a que l'humain qui peut faire ça ». Ben non. Déjà, fondamentalement, il y a un nombre exponentiel de possibilités d'être compatible avec le même comportement. Donc après, la question, c'est qu'est-ce qu'on prend là-dedans ? Et puis ça, on a vu en fait que ce nombre exponentiel, il nous sert aussi à l'entraînement. C'est-à-dire que si on prend un truc, une machine qui est capable d'apprendre, mais sans trop de structure, évidemment, il faut qu'elle soit suffisamment flexible. On dit universelle souvent. Et ces réseaux de neurones le sont. Si on met énormément de paramètres, on peut en fait coller, on prend n'importe quel algorithme, problème, qui a une réponse, et on aimerait coller à ça avec ces machines-là. C'est ça au final qu'on fait, distinguer un chat d'un chien ou tous ces trucs, ou parler comme un humain. Si on a plein de paramètres, on a vu qu'en fait, on a une dégénérescence, on a plein d'états qui font à peu près ça, qui sont compatibles avec ce comportement, comme je disais, et qui sont connectés par des bassins, et au niveau optimisation, si on cherche un point là-dedans qui colle assez bien avec le comportement, c'est assez facile en fait, parce que s'il y a plein de paramètres, tous ces bassins sont connectés, et donc on se retrouve vraiment avec quasiment une vue, la contrepartie du fait qu'il y a un nombre exponentiel de possibilités de faire ça, et puis on le voit à l'entraînement. Il y en a plein en fait, on les trouve assez efficacement. Donc on tombe dans ces trucs assez naturellement, quand on prend ces machines un peu généralistes, on arrive à reproduire ces comportements. Après, la difficulté, c'est d'exposer, c'est pas vraiment l'entraînement du coup, parce qu'il y a plein de façons d'être compatible avec ça. Mais c'est de prendre un set de tâches qui est suffisamment grand, qui est suffisamment représentatif pour façonner de l'humain. C'est-à-dire, en neurosciences, c'est assez marrant parce qu'on peut faire... Il suffit de changer même le point de vue. Un humain, il a un point de vue à ça du sol, une souris à ras du sol. Si on change le point de vue, qu'on entraîne des réseaux de neurones juste sur la vidéo qui est observée à ce niveau-là,
on aura l'émergence d'un cerveau qui est plus de type souris si on est ras du sol et plus de type humain si on est un point de vue plus surélevé. Donc c'est vraiment ce qu'on absorbe du monde, ce qu'on voit comme corrélation et autres, qui dicte en fait, qui va nous faire tomber dans une certaine partie de comportement en fait. Et ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que ces algorithmes, il y en a une quantité astronomique, fondamentalement, qui peuvent reproduire exactement ça. Et quand on fait de l'IA, comme on dit là maintenant, c'est ça qu'on fait. C'est juste on tombe sur un de ces trucs qui approxime le comportement qu'on voulait. Il y en a une infinité d'autres. Je dis infinité, c'est pas pour les mathématiciens, on s'entend, c'est pas vraiment une infinité. Il n'y a pas d'infini dans le monde réel, a priori. Ouais, mais je l'ai pas pris comme ça, moi. mais voilà, donc on tombe sur ces trucs et puis du coup, il y a c'est même un non-débat fondamentalement de dire est-ce que le cerveau humain fait ça et pas une machine. On entend des gens comme Moukaber et plein d'autres de neurosciences. Alors ils viennent des neurosciences, mais ils n'ont pas fait la case physique. Et du coup, c'est compatible. C'est pas compatible avec la physique fondamentale, en fait. Ouais. Donc c'est un non-débat, mais c'est vrai que malheureusement, j'ai l'impression, que dans ces discussions autour de l'IA, c'est le point central. Est-ce que c'est quoi ? C'est une question d'ego ? C'est une question de l'humain n'aime pas changer ? C'est une question d'anthropocentrisme, de toujours avoir ce biais de penser que l'humain est plus que tout le reste. En fait, la difficulté là qu'on a, et ça elle est réelle, c'est qu'on ne pourra pas vraiment faire de l'humain efficacement. Parce que pour trouver l'entraînement en fait, qu'il faut faire pour arriver à faire émerger de l'humain, il faudrait un corps avec 5 sens comme nous. Il faudrait recevoir le même flux de données. Peut-être qu'on y arrivera, peut-être pas. Mais entre-temps, ce qu'on fait là, c'est du super-humain. Que ce soit sur le ChatGPT 3.5 ou maintenant DeepSeek ou autre, c'est clairement du super-humain. C'est des choses qui mettent en relation des éléments beaucoup plus puissamment. Ils ont entraîné... Nous, on n'a pas été exposés à tout ce flux de données, on n'a pas le nombre de paramètres qu'ils ont. Donc malgré qu'on est guidé par reproduire des trucs humains, on est clairement toujours dans du super-humain par défaut. La question, c'est qu'on n'a pas encore été exposé à des choses qui sont de l'ordre de ressentir le monde. Donc il n'y a pas de dataset pour... Enfin, il y en a, ils sont en train de se créer, mais d'interaction avec le monde. Puis du coup, là, on aura encore des sensations de chaud, de froid, tout ça, qui seront prises en compte dans ces modèles. Il y aura aussi... La sensation du monde physique, parce que ces choses-là n'ont pas de corps actuellement. Donc c'est pour ça qu'on les entraîne sur des problèmes où c'est les lois physiques qui doivent prédire. Comme ça, ils ont une sensation, ils ont une capacité à comprendre ces choses-là. Donc on va étoffer leur modèle du monde, et déjà là, c'est largement supérieur que n'importe quel humain. Comme je disais, ils peuvent faire des simulations physiques où il y a du liquide qui tombe dans une tasse avec toute la thermodynamique, l'entropie qui se passe bien. Nous, incapables avec notre cerveau, évidemment. Et ça, on peut compenser en plus, on peut hybrider ces modèles-là qui sont de nature purement émergente assez probabilistes, probablement comme nous on est, pour autant qu'on sache. Donc quand les gens disent c'est pas probabiliste parce que nous on fait pas ça, ils en ont aucune idée en vrai. Il n'y a aucun argument pour dire ça. Et puis après, on peut hybrider par contre avec des machines de Turing qui sont corrigées. Les machines de Turing ordinateurs que nous on crée, c'est pas de la même nature. C'est des choses où il y a une correction d'erreur, il y a un algorithme qui se joue qui est exactement ça et pas un autre. C'est pas de l'émergence, c'est vraiment une marche à suivre claire. Enfin, en tout cas, si on veut résoudre un problème comme calculer une somme de 2 chiffres ou ce genre de choses. Nous ou eux, par pure émergence, on peut pas faire ça. On peut faire émerger la capacité à imaginer la marche à suivre, mais de la suivre à longtemps, donc d'être cohérent à longtemps, c'est pas possible. C'est ce qu'on faisait quand il n'y avait pas d'ordinateur, on mettait des Russes dans des caves et ils devaient calculer des logarithmes toute la journée pour l'exploration spatiale et toutes ces choses. Ils devaient se mettre tous ensemble et l'un corriger les erreurs de l'autre et tout pour que la chaîne... en plus. Ouais, ça marchait, mais c'est une vie assez misérable. Voilà. C'était de la correction d'erreurs, un peu avec un vote de majorité qui a fait le moins d'erreurs. Mais... Donc ça marche, mais disons dans un ordinateur, ça c'est acquis. Et cette correction d'erreurs, elle est là. Et du coup, maintenant, ils ont la capacité aussi, ces machines, à décider quand elles utilisent une machine de Turing. Et donc ça les augmente infiniment parce qu'ils peuvent écrire leur propre programme. Ils peuvent écrire leur propre simulation et s'entraîner dedans. C'est des choses comme ça qui se passent actuellement. C'est pour les voitures autonomes, pour la robotique, c'est des avancées extraordinaires parce que maintenant on peut imaginer un scénario plausible plutôt que de faire des milliers de kilomètres pour le rencontrer. Et puis avec l'intuition d'un LLM qui se dit ça pourrait survenir, il pourrait y avoir un chat noir sous une échelle avec tous les trucs horribles qui peuvent se passer, un numéro 13 que je vois. Et puis il écrit le monde, vraiment le code pour générer ce monde-là, imparfaitement, mais voilà, une simulation avec un moteur de simulation. Et après il s'entraîne dessus.
Il voit vraiment ce que la voiture ferait, puis il apprend à gérer cette situation. Et après, on accumule cette bibliothèque de savoir et on l'étoffe. Est-ce que cette vision de Tesla, par exemple, d'avoir plutôt non pas mis des capteurs comme les lidars, autres, voilà, mais plutôt de la caméra. Ouais. Est-ce que ce qu'il veut faire aussi avec ces robots humanoïdes, est-ce que c'est une voie, à ton avis, qui te semble viable pour atteindre ces objectifs qui sont un peu flous encore, mais je pense pas que ce soit fondamentalement au niveau purement de gérer ces situations, de gérer l'entraînement, quelque chose qui change, peu importe un peu, mais si c'est caméra ou lidar ou ce genre de choses. Par contre, c'est en termes de coût que ça se joue, de fiabilité. Qu'un lidar, forcément, à travers du brouillard et tout, ça va se passer mieux. Donc il y a des situations qui sont mieux où c'est vraiment quand même un super sens par rapport à juste la vision, même si c'est un spectre large avec les caméras. Donc il y a un avantage par rapport à gérer mieux déjà le flux brut d'informations. Mais après, l'apprentissage, c'est indépendant, disons. Donc, comment utiliser efficacement ça? Quelqu'un qui fait un mauvais algorithme sur des lidars, il sera moins bien que quelqu'un qui fait un bon algorithme sur des caméras. Mais c'est vrai qu'avec un lidar, on part mieux à capacité de développer des algorithmes égales. Après, par contre, c'est les coûts qui vont avec et tout ça. Mais bon, ça c'est comme toujours, ça s'atténue au fur et à mesure. Ouais. Peut-être j'aimerais bien avoir ton avis sur ces biais dans l'IA. Parce que ça aussi, c'est toujours la question dans les conférences. C'est quoi ces biais? Est-ce qu'on peut les rectifier? Ça dépend ce qu'on entend par biais, parce que là, encore une fois, c'est casquette physicien. Un biais, tout est un biais. Un biais, ça fait ce calcul-là et pas un autre. Donc, dans l'espace des possibles, tout ce qu'on est, n'importe quelle trajectoire, c'est le biais. Voilà. Après, on peut mettre de la nature dessus. On peut dire, OK, moi, je parle de homme versus femme, ah non, il faut qu'il gère de façon woke une situation, genre de truc. Ça, c'est des choix humains. C'est pas un biais, c'est juste passer d'un biais à un autre. De toute façon, c'est un biais. Donc, par exemple, l'égalité homme-femme, c'est un biais. Si on l'imposait, ça serait un biais. C'est juste, on choisit ce programme-là, puis pas un autre. Donc, c'est autant un biais qu'un autre au niveau fondamental, c'est ça que je veux dire. Après, c'est un choix de société. Et puis, si on veut que ça soit plus représentatif des capacités d'un genre ou l'autre, ou que ça soit plus adapté par rapport à gérer des situations qui sont biologiques, soit, moi, je serais plus pour ça. Pour dire, non, tirons parti des différences biologiques au mieux pour que tout le monde soit le plus satisfait. Mais on peut aussi dire non, ça doit être égalité totale sur tout. C'est un choix de société. Est-ce qu'on peut intégrer ces choix de société dans les algorithmes? Voilà. Alors ça, c'est le problème de l'alignement. Et en grande partie, oui. Alors pas parfaitement, bien sûr. Mais si on regarde, et ça a été fait sur plein de papiers en psychologie, en médecine, le niveau d'émotion, d'écoute, d'empathie, enfin toutes ces choses humaines, d'éthique même, de ces algorithmes est nettement supérieur à la moyenne humaine, et même aux experts aujourd'hui. Donc ces trucs-là sont vraiment garants de toutes nos valeurs si on le fait bien. C'est un peu le ballon de baudruche aussi, il y a vraiment beaucoup de gens qui regardent tous les coins des modèles et puis qui essayent de le cadrer. Ça fait un super éthicien, ça fait un super ci, un super ça. Il y a même des gens en psychologie maintenant qui utilisent ces modèles à la place des étudiants pour faire leurs expériences. Donc ils cadrent, ils disent toi t'es ce profil-là, toi t'es ça, ils font leur petite société. Et après, ils font leur expérience, pas sur des humains, parce que ça coûte en plus, mais sur des LLM cadrés. Et puis ça donne, pour l'instant en tout cas, ça donne à peu près les mêmes choses que si c'était des humains. C'est fou. Et sur certains trucs, ça donne même des choses plus empathiques, plus créatives, plus ci, plus ça. Parce que malgré tout, c'est des super humains du langage aujourd'hui. Il y avait eu une étude genre... Avec des limitations quand même. Oui, bien sûr. On peut toujours les tacler, ça c'est sûr. Mais en même temps, si on voulait mettre... c'est aussi une histoire de... Il faut que les gens se rendent compte aussi, c'est un modèle. Alors que nous, si on mettait un humain dans une pièce, on pourrait le tacler assez facilement. Je pense que si toute l'humanité se mettait à interagir avec un seul humain, on arrivera à trouver des coins où il s'en sort pas très bien. Donc c'est un peu ça aussi, le déséquilibre. L'émotion, la vie privée, les croyances que tu traînes avec toi. Voilà. Et puis on est spécialiste d'un tout petit coin de tout ce que collectivement on est. Tandis qu'eux, ils sont spécialistes de la collectivité entière. C'est absolument dingue. Ces nouvelles technologies dans le monde de la santé, quelle est déjà aujourd'hui, je me posais la question, la relation homme-machine avec ceux qui sont dans le personnel de soins ou les médecins? Elle est strictement outil. Donc c'est surtout, actuellement, toutes ces avancées-là, elles sont surtout présentes dans la neuroimagerie, dans la robotique. Donc c'est pour contrôler des opérations, pour détecter mieux des cancers, etc.
Ça, c'est le gros de tout ce qui a été validé cliniquement par la FDA, ce genre de choses. L'énorme majorité. Maintenant, progressivement, bah oui, ils sont pas bêtes, ils ont vu aussi que ces technologies-là, elles pouvaient être utiles pour interagir avec les patients mieux, pour gérer, peut-être même prédire mieux ce qui se passe, ce genre de choses. Donc, il y a toute une panoplie de modèles qui sont exploités. Il y a des choses qui marchent très bien, qui sont par exemple des modèles fondation, un peu comme on ferait sur du langage, mais sur des parcours de soins. Donc, on expose ces machines à plein de parcours de soins. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui a été fait, quoi, par qui, quand, dans le temps, quoi, en gros, avec les résultats des tests et tout ça. Donc, l'entièreté de ce qui se passe, parfois dans un hôpital, c'est 1000 modalités différentes, hein, donc c'est sur un grand nombre de patients, voilà. Et on fait ça à travers plusieurs hôpitaux, on essaie de fédérer un peu des centres pour avoir ces données-là. Et après, on peut faire un modèle fondation qui comprend un peu comme un ChatGPT le langage, mais là, qui comprend les parcours de soins. Donc, il peut anticiper, il peut contraster toutes ces choses-là. Et là, ça permet de faire de la prédiction après, de trajectoires de santé assez fines, de faire de la prévention, de faire plein de choses comme ça. Ça marche bien. Et évidemment, si on fusionne les deux, donc et langage humain et langage trajectoire de santé, c'est encore plus cool. C'est des choses aussi qui sont explorées. Par contre, le truc de prendre un ChatGPT et l'utiliser au chevet du patient, aujourd'hui, ça donne rien. En réalité. Donc, toutes ces choses-là, il y a, je sais plus, il y a à peu près 550 études, à peu près maintenant, qui ont fait ça. Il n'y en a aucune qui a donné quelque chose, mais c'est pas forcément parce que c'est pas possible, mais c'est parce que c'est pas toujours bien fait. C'est avec des données, souvent, qui sont pas des données vraiment de la vie réelle, au chevet du patient, mais qui sont plus des données d'exploration. Donc là, ces études, elles étudient comment une machine parlante, utilisant le langage naturel, les LLM, pourrait dialoguer avec le patient pour telle et telle amélioration Pas ou prise. Que ça. C'est des tâches qui sont faire des résumés, majoritairement d'ailleurs, dialoguer effectivement, ou alors faire de la prédiction, ce genre de choses. C'est différentes tâches. Et ça, c'est des études qui ont été menées et en fait, les résultats ne sont pas positifs dans le sens concluant. Non, en fait, ce qu'on s'attend tous, et on a encore un peu ça. En Suisse, on est assez loin. Si on prend des acteurs comme Stanford, Mayo Clinic, tout ça, ils ont déjà exploité. C'est quasiment que des études américaines. Nous, on refait un peu les mêmes erreurs. Donc, il y a 2-3 hôpitaux ici qui commencent à introduire des LLM, puis ils disent si je fais ce résumé, alors ça va être un gain de temps pour le médecin. Enfin, toutes ces choses-là que naïvement on peut penser. Mais en fait, sur le terrain, ça a été montré que non, c'est pas un gain de temps parce que il y a toujours un catch quelque part. Donc, même si le docteur il pose son téléphone et puis il écoute toute la consultation, puis à la fin, il a un rapport qui est écrit pour lui et puis tout plein de choses qui sont remplies, il doit encore aller vérifier que c'est le cas, que tout est bon. Et ce travail de vérification, il est long, il n'est pas de la même nature, on s'entend. Donc au niveau charge mentale, ça par contre ça a été montré que parfois charge mentale elle baisse un peu pour le même temps passé sur la tâche. Parfois on passe plus de temps à valider, mais surtout il y a des erreurs. Il y a des erreurs et surtout il y a un truc qui s'installe où en fait il y a une sorte de passivité. C'est juste que vu que c'est long et pénible de valider, de relire, on dit oui c'est bon, en gros. Et ça, c'est à tort et à travers. D'ailleurs, il y a même des études plus globalement sur l'usage des LLM qui ont montré ça, assez récentes aussi de Microsoft en interne, qui ont montré que on avait tendance à tous faire ça, puis que ça donne des résultats qui, en termes de pensée critique, sont moins bons que si on a fait la pensée nous-mêmes. Parce qu'on se dit, on a tendance à valider en fait, parce que c'est trop long de lire. Le raisonnement du truc, on va le valider plus qu'on le ferait si on avait articulé nous. Si ton LLM, il donne dans ton style, parce que je sais aussi que les médecins, ils ont un style particulier qui veut que ce soit fait d'une certaine façon. Très succinct. Voilà. Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un résumé qui leur ressemble ? Si, il peut avoir un résumé qui leur ressemble, mais souvent, c'est vraiment des documents assez lourds. C'est remplir toutes des données vitales quelque part, faire un résumé de lettres de sortie qu'on envoie aux patients, toutes ces choses-là. C'est pas forcément un petit résumé pour lui. Et toutes ces choses, il faut les revoir, être sûr que après si c'est transmis à d'autres intervenants. Et la revue, tu dis, des fois, elle est plus longue, c'est plus long, plus d'erreurs parce que tendance à checker, que de l'écrire toi-même. Ouais. Ça a été prouvé. Mais c'est pas une fatalité, comme je disais, parce que nous, par exemple, on fait assez différemment. En fait, ce que ça dit, tout ça, c'est que ça doit être un dialogue constant de validation et d'interaction. Donc, au lieu de dire je fais tout ton travail, puis après tu peux aller vérifier dans cette liste de notifications que tout est bon, raison, personne ne le fait, mais moi je le fais pas. Voilà, exactement. Parce que à part ça, beaucoup d'acteurs en Suisse dans la santé font, donc même des compétiteurs de Domo Health par exemple. Au lieu de faire ça, on peut faire un truc où en fait on simplifie au fur et à mesure. On est toujours sur l'interface, mais on simplifie petit à petit. Et la personne
fait le travail avec l'outil, en co-pensée, en co-création, mais direct. Et le travail de validation, du coup, il se fait au fur et à mesure il faut quand même... De manière naturelle. Il faut être sur l'interface. Okay. Ça peut s'articuler avec l'IA au fur et à mesure, mais c'est pas un truc où il y a une grosse boîte noire après à valider à la fin. Ça marche. Tu as parlé de Domo Health. Quelques mots, s'il te plaît, sur Domo Health, cette belle entreprise. Qu'est-ce que vous faites ? Comment est née l'aventure ? Alors, comment c'est né c'était avant que je naisse. Non, c'était pas à ce moment-là, mais c'était il y a une dizaine d'années quand même. Okay. J'ai pas tous les détails, j'ai entendu beaucoup d'histoires, mais disons, historiquement, c'était surtout de la sécurité. Donc, c'était mettre des capteurs dans les différentes pièces d'une maison, et puis placard, porte-entrée, tout ça, pour voir un peu comment s'articule un peu la journée, s'il y a des chutes, s'il y a des endroits où tout à coup la personne devient désorganisée, ça pourrait être des signes d'Alzheimer, ce genre de choses. Enfin, il y a eu beaucoup de travaux en fait, à utiliser tout cet ensemble de capteurs, ces appartements connectés pour en faire de la sécurité surtout, mais aussi un peu de santé déjà. Avec, ça c'était l'INSA Hospital et différents acteurs qui ont beaucoup aidé sur la partie clinique de créer ces mesures en fait à partir de capteurs qui pourraient être utiles pour la santé et de la sécurité. Okay. Et puis après, quand moi je suis arrivé à peu près, c'était il y a 3 ans, il y a eu un virage assez net vers la santé. Et là, du coup, c'était on s'est quasiment réinventé. Il y avait même une idée de peut-être recréer une boîte plutôt que de continuer pour pas être empêtré par le ce côté Domo Safety qui était avant. Maintenant, c'est Domo Health. Mais voilà, ils ont fait ce choix. Et puis là, l'idée c'était d'essayer de refocaliser sur quelque chose parce qu'on a beaucoup d'études cliniques qui montraient qu'on pouvait faire des marqueurs avec des capteurs sur des choses, Alzheimer, Parkinson, plein de choses. Donc dire des choses à partir de capteurs, mais ça s'inclut toujours pas dans la pratique en fait. La difficulté c'est que on voit beaucoup d'acteurs qui déploient à partir d'un dispositif, à partir d'une app. Ils font des petits blocs du problème, mais après ils n'arrivent pas à l'insérer parce qu'on se retrouve avec des milliers d'apps différentes et puis il n'y a personne sur le terrain qui les utilise en gros. Donc s'insérer c'est très compliqué. Puis après on a vu aussi par expérience que s'insérer dans les hôpitaux c'est impossible quasiment. C'est des gros silos, les départements d'informatique qui sont pas très friands de se connecter avec l'extérieur, toutes ces choses. Donc ces intégrations ça se fait très mal, sauf si ça vient de l'hôpital et encore. Et donc c'est impossible d'entrer à ce niveau-là. Et donc on s'est dit qui est-ce qui connaît le mieux les parcours de soins, la valeur des informations terrain qu'on remonte quand on interagit avec les gens, pas seulement avec des capteurs, mais aussi tous les jours. Ça peut être la poste, la famille, n'importe quoi. C'est les intervenants terrain, c'est le personnel de soins. Okay. Donc, on s'est dit, autant mettre des outils qui subliment ça, le travail de ça, qui leur améliorent le travail, puis qui font tout ce dont les réseaux de soins et autres ont besoin, plus IA, plus capteurs. Et puis après, on crée ces parcours de soins via le terrain. Et le jour où ça sera bien ancré, les hôpitaux n'auront plus le choix que de travailler avec nous, en gros. Donc on est d'accord que c'est un software ou une application peut-être mobile, je sais pas. Ouais, alors là ça se décline, c'est une application web pour les professionnels. Pour les professionnels de soins qui font les soins sur le terrain. Sur le ou terrain, ceux qui sont à distance et qui planifient, qui font de l'administratif. Et plus les autres intervenants, donc c'est un truc collaboratif aussi où le physiothérapeute et tout le reste peuvent collaborer sur la même chose. L'échange de données, du coup, est automatique, chose qui est très problématique aujourd'hui. Et puis après, il y a les aspects sur le terrain. Oui, il y a une app mobile pour pouvoir rentrer rapidement des choses, des mesures, même avec des capteurs connectés, ce genre de choses, pour pouvoir faire des observations, pour dicter des choses, pour faire remonter que ces flux d'informations se passent bien. Et pareil pour le patient qui peut aussi lui suivre une partie de ses données s'il a envie, s'il est intéressé par sa propre santé. On peut aussi faire des recommandations qui vont dans le sens de prévention, remplir des questionnaires. Typiquement, il y a beaucoup de fois où on veut avoir de l'information du patient, qui n'est pas forcément capteur, mais juste répondre à des choses journalières ou autres. Et donc, ça permet toutes ces interactions-là. Et après, on met tout ça ensemble, on en fait des parcours de soins et on les valorise. Pour l'instant, c'est vraiment remplir sur le terrain ce que les organisations de soins font déjà, mais idéalement en préparant le futur. Donc ça, on y arrive, et puis on a déjà des gros acteurs derrière nous. Sachant que la plateforme, ça fait 1 an qu'elle a été lancée, donc c'est assez récent. D'une certaine puis là, on a manière. décroché quelques gros déjà, donc c'est en train de bien décoller. Et nous, on voit vraiment le futur. Le but, c'est pas de remplir ces cases existantes en mieux. C'est ce que j'allais te demander, voilà. Et puis aussi, comment tu lis ces capteurs? Ouais, alors Parce que j'imagine que si tu as
smartwatch de plusieurs marques. Tu dois pouvoir te connecter avec... Non, alors, oui, mais ça dépend des besoins. En fait, c'est pas vraiment... la volonté, c'est pas forcément de dire aux gens, vous pouvez prendre les capteurs que vous voulez, puis après, on les intègre. C'est vraiment pour chaque maladie, besoin, on crée des espèces de parcours, et dans ce parcours s'insère mieux un capteur qu'un autre. Donc et puis après, nous, on travaille avec des capteurs qu'on maîtrise, qu'on sait qu'il a été certifié. Vous créez des capteurs On les crée pas, mais on les intègre. Okay. Et puis parfois, par exemple, il y a une montre qui permet de collecter un certain nombre d'indicateurs de santé. C'est la Samsung Watch. Et puis nous, on a développé notre app dessus pour pouvoir la contraindre un peu pour qu'elle soit plus simple à utiliser, puis qu'elle détecte mieux, qu'elle soit connectée avec la Croix-Rouge. S'il y a un appel d'urgence, une chute, ce genre de choses comme ça, personne âgée, elle n'a pas besoin de gérer la complexité de calendrier et tout le reste qu'il y a normalement dessus. Et puis elle a une liaison directe avec les urgences, ce genre de choses. Okay. Donc on a tout un cocktail de capteurs, mais ce qui fait la force actuellement, c'est vraiment la simplification en termes de flux de travail, juste à travers des apps qui sont... Là, c'est en React, c'est vraiment interface plus moderne, plus réactive. Et penser avec les gens du terrain, c'est vraiment le dialogue qu'on a, c'est toujours par le terrain. Alors que dans la santé, s'il y a des gros programmes aujourd'hui, c'est plutôt penser cerveau de la personne de l'académie qui va penser l'entièreté du problème. Et une fois qu'il a compris bien ce qu'il fallait faire, il l'expose aux gens, aux cliniciens, un peu de la sous-classe clinicien, qui pourra dire si oui ou bien c'était bien, si oui ou non c'était bien. Évidemment qu'on sait que dans l'industrie, c'est exactement l'inverse qu'on fait. C'est travailler avec l'utilisateur final dès le début, et puis étoffer, déjà partir d'un truc qui marche, puis l'étoffer, plutôt que de faire un énorme bloc, puis à la fin, il n'y a rien qui se passe, quoi. Donc voilà, on travaille très étroitement avec eux et on essaie de satisfaire peu à peu ce dont ils ont besoin et de prévoir la suite. Ça, on a beaucoup de plans pour ça, mais... Qu'est-ce que Quand même, pardon, je sais que tu l'as expliqué, il y a des études qui le montrent, mais j'ai encore du mal à le croire. Ouais. Comment les éléments de langage ne peuvent pas aider, en fait, dans cette récolte d'informations quotidienne ? Alors si, ça peut aider à déjà aller chercher l'information. Ouais. Ça, c'est un gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que pour pouvoir accéder à l'information, il faut la comprendre au niveau langagier, en tout cas humaine. Oui. Ces LLM, ils n'ont pas forcément qu'une connaissance du langage, ils ont déjà une connaissance du monde. Ils savent historiquement, en 1700, comment c'était. Enfin, ils ont l'histoire, ils ont tout le reste, la géographie et tout ça. Ils ont déjà une vue du monde. Donc, on peut les utiliser pour aller creuser. Donc, pour dire, voilà, j'ai une énorme base de données de tout ce qui s'est passé, va me chercher les données d'un tel patient, etc., etc. Et puis dis-moi s'il y a des choses critiques pour le problème en cours. Ça, c'est tout à fait possible. Avant, on n'avait pas la possibilité de faire ça parce que s'il allait lire des textes, il n'y avait rien pour comprendre, en fait, pour contextualiser. Ouais. Donc, c'est un peu la première fois, ça va en direction des modèles de recherche qui sont en train de créer sur cette base, mais il y a un accès, le volume d'informations dans les hôpitaux, je crois que ça double tous les 2 mois, alors qu'avant, c'était tous les quelques années. Il y a vraiment un volume qui s'accélère. Donc ça, c'est cette connaissance qui devient tellement énorme toutes les 2, voilà. Qui s'agrandit. En termes de papiers scientifiques qui sont publiés, en termes de mesures, tout ça, quoi. Donc, les médecins, ils sont dépassés, mais alors complètement. Ils fonctionnent que sur la base de résumés. Donc détachés de tout ça, juste parce que c'est inabordable. Donc ils regardent 2-3 mesures qui sont utiles, mais après, eux, ils se passent des résumés pour pouvoir fonctionner simplement. Donc ils n'utilisent pas toute cette puissance de données qui existent et de publication. Ils n'ont pas le temps, c'est pas possible. Donc, et aussi en termes de guidelines brutes, je crois que ils ont fait des études aussi là-dessus, et c'est de l'ordre de 80% des décisions sur le terrain, elles sont prises sur la base de rien. Enfin, c'est juste la pure expérience du médecin qui doit fonctionner et puis qui n'a pas le temps d'aller voir dans un papier aussi ou ça comment faire. L'intuition, donc, l'expérience. Il y a une partie de guideline, évidemment, de cadre, mais le gros du médecin, c'est de l'art, en fait. C'est juste de l'expérience terrain et autres. Alors ça marche, bien sûr, mais ça marche jusqu'à une certaine limite. Et aujourd'hui, on voit que les erreurs médicales, c'est la chose qui tue le plus dans le monde. Okay. Plus que tous les autres, cancers, maladies cardiovasculaires et autres. Alors on s'entend évidemment que les médecins sauvent plus qu'ils tuent, c'est pas ce que j'essaie de dire, mais quand même ces erreurs-là, on pourrait les éradiquer en repoussant un peu, en sublimant un peu la pensée, en co-pensant avec l'IA, en se reposant sur un truc qui peut avoir le contexte en tête, qui peut le valoriser en termes de prédiction. Et après, le médecin, lui, voit ça, peut penser si ça a du sens par rapport à son expérience. Ça, ce travail peut toujours le faire. Mais au moins, il a accès à ce savoir. Donc, l'accès au savoir, c'est vraiment un truc nouveau pour toute une panoplie de choses. Ça peut être aussi dans les médias pour pouvoir
exposé à différents points de vue. Bien sûr. On peut maintenant savoir la nature des points de vue. On peut savoir on peut faire du fact-checking un peu plus systématique, dire si c'est un article est articulé scientifiquement ou pas. Enfin, on pourrait nettoyer l'Internet si on voulait avec ces LLM, parce qu'ils peuvent systématiquement, selon des critères, dire si oui ou non quelque chose sur Internet tient la route. Donc on peut faire ces choses-là. Il y a Alpha-Archive et autres, il y a des versions de l'Archive, qui est l'open source, l'endroit où on met tous les papiers scientifiques physiques et autres. Ah, Archive, c'est... Yann LeCun en fait partie de ce... Non, c'est de Cornell, c'est juste un dépôt. Ah, rien à voir. C'est un endroit où on met les papiers scientifiques avant de les publier. Ah, peut-être j'ai entendu parler d'Archive à travers... Ouais, peut-être. Mais pardon, excuse-moi. Souvent, on peut les trouver en open source avant qu'ils soient sur Nature ou Science ou autre. Et puis là, il y a des versions de ça où maintenant c'est finement intégré avec les LLM, donc on peut aller creuser dans ces bases de données. Et ça, c'est le futur, c'est pour tout le monde en fait. C'est comment on peut repousser les domaines, enfin le domaine du savoir, si déjà en 80 ans, on ne peut pas absorber beaucoup de choses. Pour être par exemple expert en théorie des cordes, il faut vraiment être exposé au bon truc, avec un super cerveau pendant 40 ans pour faire l'étape d'après, sinon c'est mort. Donc il y a peut-être 10 personnes qui arrivent dans le monde. Sans vie, à ça, la c'est cave. vraiment dans l'axe spécialisation. C'est vraiment, on peut pas plus spécialisation. Qu'on peut encore parfois faire une petite étape comme ça dans les axes de spécialisation. Mais globalement, on n'a plus accès en fait. Moi, quand j'ai commencé, déjà ça date un petit peu, mais pas tant que ça. Quand je lisais le matin, j'avais peut-être une 50aine d'abstracts, de physique à lire. Et ça, c'était l'entièreté de ce qui se passe dans le monde, qui arrive sur l'Archive. Donc je pouvais lire un par un, puis me faire une idée du domaine. Aujourd'hui, il y en a, je sais pas, j'ai pas checké la dernière fois, mais c'est des milliers. Donc ça veut dire que personne, au jour le jour, a l'information. Alors qu'est-ce qui se passe ? La connaissance, elle évolue, oui, mais en roue libre, c'est-à-dire que ça se base plus sur le savoir collectif entièrement, ça se base sur l'exposition partielle qu'on a au savoir collectif, puis souvent on réinvente la roue, ça est déjà arrivé. Même des fois, pre-Turing, par exemple, il y a des choses controversées où même les gens qui revoient les papiers n'avaient pas accès. Du coup, ils se sont dit c'est nouveau, alors qu'en fait, non, il y avait quelqu'un au Japon qui avait déjà fait des réseaux de convolution, des choses comme ça. Donc, on est dans un mode où, en fait, il faut urgemment un truc où on peut dépasser ça, avoir quelque chose qui va aller piocher dans tout le savoir qu'on a accumulé, et puis peut-être faire des parties d'internet où on peut un peu accumuler du vrai savoir, donc enlever le bruit pour pas devoir faire une recherche, parce qu'une recherche c'est coûteux. Donc juste en termes de dépenses d'énergie, d'efficacité, il faut aussi comme l'Archive par exemple, c'est des endroits où on peut pas mettre n'importe quoi. Et donc s'il y avait aussi des versions de ça où on raffine un peu, où là on dit tiens, si t'es intéressé à plutôt la physique, si ça ou n'importe quelle question, on t'expose à un pan de connaissances qui est différent, ça sera super utile. C'est juste pour pouvoir cibler mieux la recherche, plus rapidement. Mais aujourd'hui, on est d'accord qu'Archive, j'y suis allée, le site web, c'est compliqué. Enfin, Non, il faut quand même une démarche d'aller lire... Ah, c'est vraiment juste une liste avec on un est lien, d'accord, puis c'est on peut des listes et charger des le liens. PDF. Voilà, ok. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais il n'y a pas d'intégration de LLM qui faciliterait... Non, mais il y en a d'autres. Il y a justement ces autres versions, AlphaCarve et autres. Ah, c'est ça dont tu parlais. Qui sont l'équivalent, mais avec des couches LLM dessus. Et ça, c'est développé par par exemple, un collègue physicien de UC Irvine, je crois, ou je sais plus. C'est des gens avec qui j'interagissais il y a longtemps. Qui ont vu aussi ce problème, parce que c'est juste comment on absorbe en fait tout le savoir. Et puis on le valorise aussi, parce qu'au passage, une fois qu'on l'a, on peut aussi demander au LLM de faire le petit bout de recherche suivant, de voir les paradigmes qui n'ont pas encore été explorés. Donc si on est aux commandes d'un système comme ça, c'est aussi extrêmement puissant parce qu'on peut savoir les coins qui n'ont pas été explorés. Comment on indique à notre cerveau, comment notre cerveau doit évoluer pour encaisser ces choses qui vont si vite ? Il peut pas. Tu penses qu'on va pas avoir des gains ? Tu sais, il y a ce truc de perte et de gain et qu'on libère un peu de l'espace et d'une certaine manière, on apprendra d'une... tu vois ce que tu viens de dire ? Être exposé à un autre monde. Ouais, voilà. Donc on va se transformer. Par contre, en termes d'intelligence brute, comme mesurée sur des tâches abstraites, QI et autres... Ouais, ça c'est fini, mais... Ça va pas changer. Donc biologiquement, on est les mêmes que comme des cavernes. S'ils étaient exposés au monde maintenant, ils s'en sortiraient très bien. Ils feraient des études, des doctorats, il n'y a pas de problème. Grosso modo. Donc ça change pas du tout. Par contre, ce à quoi on est exposé, ça fait tout. Ça fait que, je sais pas, on est en Allemagne avant la guerre ou maintenant, un jeune, il n'est pas influencé de la même façon. C'est vraiment ça. Donc oui, là, ça sera un monde où probablement, moi en tout cas, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait de plus en plus de co-pensée, parce que c'est ce que je vis au quotidien, co-penser avec l'IA. Je pense que ça sublime, ça accélère tout. Même en termes de créativité, puis de pouvoir cerner mieux les problèmes et les aborder juste.
plus éthiquement, tout ça, comme on a dit. Donc ça, c'est un accélérateur pour la pensée en général. Et donc, la personne de demain, c'est quelqu'un qui est super efficace pour converser avec ces outils dans son quotidien. Qui a peut-être son set d'agents qui représente un peu ce qu'il porte, ce qu'il aimerait valoriser comme trajectoire, et puis avec qui il converse efficacement au quotidien pour dire, moi j'apporte la petite pièce créative de raisonnement, et puis toi tu fais le reste, puis après on a un petit bout, et puis le reste. Ça, c'est des choses que je fais aussi avec, par exemple, ma fille, et ça, même à un niveau, elle a 6 ans, c'est possible de le faire. Elle a son petit agent IA. Ouais, on peut cadrer un truc qui dit, on prend un problème complètement inabordable, par exemple, construire une station d'épuration, une station lunaire, faire un truc très compliqué, et puis la personne de 6 ans, elle va dire, déjà, tu dis à quoi tu penses, etc. Elle va imaginer des choses. Je pense que, je sais pas, on saute plus haut sur la Lune, j'en sais rien. Des trucs un peu comme ça. Bien, ouais. Et puis donc, du coup, ce que ça implique, l'outil peut accompagner, si on le cadre rapidement, on peut dire accompagne dans la réflexion, donc fait que la personne puisse aller jusqu'au bout de là où elle pourrait. Puis au moment où ça stagne un peu, donne une autre pièce du puzzle. Puis du coup, ça permet de faire un petit jeu comme ça sur une après-midi. On peut imaginer de faire l'entièreté du problème, mais la personne de 6 ans, elle a fait des bribes de raisonnement là-dedans. Puis c'est l'outil qui a fait le reste, un peu comme un bon mentor le ferait. Puis au passage, elle a appris des choses, puis elle a le côté valorisant d'être abouti à un raisonnement complexe. Et puis cette bribe, cette proportion entre ce qui est de la personne et de l'outil, pour un adulte, elle est différente. Ça veut dire que l'adulte, il ferait plus du chemin, mais c'est toujours la même nature des choses. C'est une copensée où les petites bribes de choses et mapper le problème plus efficacement, ça se fait mieux avec un LLM, quoi. Ça, tout le monde l'a un peu expérimenté. Par contre, aujourd'hui, on est encore assez frileux. Oui, là, en l'occurrence, c'est un remplacement de plusieurs fonctions. C'est une augmentation. Je pense que la réflexion, elle est... ce qu'on a vu, en tout cas dans les études aujourd'hui, c'est que les gens les plus jeunes, les plus novices, en bénéficient le plus, donc ils arrivent plus vite à des choses complexes. Ça veut dire qu'ils apprennent au passage, en gros, à penser juste, à penser mieux. Donc c'est pas forcément, c'est pas comme si on se reposait puis on appuie ses capacités. C'est vraiment qu'on apprend à faire mieux, plus juste, comme si on avait un mentor en fait. Non, mais ça, tout le monde l'a vécu. Oui, et puis d'en avoir un qui est infatigable 24 sur 24 qui est là, il y a des études en tout cas qui ont montré que ça t'élevait intellectuellement et autres, quoi. Ouais. Avec des limites, il y a 2-3 études maintenant qui viennent qui disent que la pensée vraiment critique, si on se repose trop, sans vraiment réfléchir à ce que l'interaction de l'autre côté, on peut être moins bien que si on avait fait tout le raisonnement nous-mêmes. Mais là, ces choses vont s'élever, vont s'améliorer, donc tous les 6 mois, on a encore un saut en performance. Donc le truc, on ne sait pas vers quoi ça va aller, mais disons, cette co-pensée, elle est absolument nécessaire. Et déjà, dans certaines entreprises, avec l'association AI Suisse, on voit déjà sur le terrain qu'il y a une demande de ça, donc ça devient presque des contraintes à l'embauche, en fait, de dire est-ce que vous maîtrisez cette co-pensée, cette co-création ou pas. Et puis dans certaines boîtes, si on ne le fait pas, on prend un candidat qui sait le faire. Donc voilà. Pas tout à fait sur ces... J'aimerais bien creuser cette histoire de co-pensée et puis justement de programme aussi que vous avez imaginé avec l'association AI Suisse sur l'éducation. Mais c'est vrai que juste peut-être un détour, ce que tu m'as dit m'a fait penser à une avocate que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps et qui venait de faire ça s'appelle un LLM, mais c'est pas un LLM, c'est dans le milieu de la justice et autre chose, à Stanford, j'y arrive. Et là-bas, ils leur font directement, ils leur disent, voilà ce que pour résoudre le problème, voilà ce que ChatGPT a dit, ils posent sur les étudiants et ils disent maintenant faites mieux. Faites de votre manière. Alors que chez nous, on est plutôt sur on n'utilise pas. Attention, si vous utilisez, vous devez l'indiquer. Et puis, en fait, ça devient un truc complètement... on n'a pas le droit de toucher. C'est de la prudence, c'est toujours la vue des risques en premier. On ne sait même pas les articuler, mais on voit que ça. Bon, il faut quand même donner que dans le secondaire 2 et tout, il y a eu des directives qui sont assez ouvertes. Donc, c'est vraiment encourager l'expérimentation, tout ça. Par contre, il n'y a pas de cadre sur comment former efficacement, qui donne le matériel pour le faire, parce qu'aujourd'hui c'est un peu en silo. Ça veut dire qu'il y a 2-3 enseignants qui sont un peu plus férus de ça que les autres, et puis du coup ils vont développer des mini-trucs, du matériel pour les autres, mais ce matériel est très loin en termes de qualité que s'ils avaient une interaction avec un professionnel du domaine par exemple.
Donc on pourrait faire beaucoup plus efficacement ce genre de choses. Et je pense que oui, ces 2 pans, c'est déjà articuler comment faire cette copensée. Mais ça peut être très très simple. Ça veut dire, comme on le faisait, comme j'avais essayé de le faire à l'université de Genève, ça pourrait être prendre les séries d'exercices, toutes les choses qu'on demande à faire existantes, et puis demander à l'IA d'articuler des petits bouts là-dedans qui seraient faits avec l'IA. C'est juste pour que dans chaque exposition à des séries d'exercices et des choses comme ça, il y a un petit bout où on va faire de la copensée pour résoudre les mêmes trucs avant. L'apprentissage, c'est le même, mais on a copensé une partie avec l'IA. Voilà. Et puis programmation, si vous pouvez aussi. Quand tu dis avec l'IA, si on veut être très pragmatique avec ceux qui nous écoutent, tu fais quoi? Tu as GPT? Alors, ça serait un outil de ce type-là, cadré pour un cadre éducatif. Et cadré, c'est que tu... Cadré, c'est simplement lui définir ses directives. Voilà, que tu fais à travers un prompt, et tu lui dis, voilà le cadre, et maintenant on travaille ensemble dans ce cadre. Ça peut être soit ça, et puis il peut y avoir plusieurs acteurs autour de la table, donc il peut y en avoir un qui accompagne, l'autre qui va creuser, un truc multi-agent où chacun a un rôle. Puis il y en a qu'un qui interagit avec l'élève, mais il a accès à d'autres. Et puis évidemment que si on veut faire ça bien, après il y a aussi des parties de fine-tuning. Donc on va pas recréer un modèle from scratch, on sait les coûts qui sont impliqués. Par contre, on peut un peu fine-tuner plus que mettre un cadre. Mais oui, ça implique pas grand-chose au final. Et ça, juste petit aparté, c'est quelque chose que vous faites au sein de Association AI, parce que tu as rejoint la direction, tu es dans la direction scientifique, tu es d'ailleurs directeur scientifique. Officiellement, je suis conseiller scientifique. Conseiller scientifique. Je suis quasiment cofondateur. On a vraiment remodelé... je suis d'ailleurs très très heureux qu'ils m'aient permis d'avoir un peu cette patte dessus, où j'ai pu un peu réorienter vers quelque chose qui me semblait être le futur, donc beaucoup plus d'interaction directe avec les gens sur le terrain, et puis leur montrer comment ça marche plutôt que de parler de vision. Exactement, et c'est ce que tu fais. Au final, ça marche jamais. On a vu, quand on parle j'ai des discussions avec des journalistes ou autres, on voit, il n'y a tellement pas les bases concrètes sous-jacente, il n'y a pas un parcours de physicien, un parcours de journaliste. En vision, on s'entend jamais, en fait. On a des mots, en plus, qui ne veulent pas dire la même chose. S'aligner, c'est quasiment mission impossible. Par contre, sur le terrain, de dire, c'est quoi qui t'intéresse comme tâche, c'est ça, regarde, je te l'ai fait. Là, ça marche. Là, ça marche toujours. Ouais. On a fait ça au Parlement. À Neuchâtel, il y avait la réunion des bureaux des grands conseils, et puis on a montré comment faire avec 3 fois rien, sans payer 100 000 francs un consultant qui va faire ça pour nous. Faire les veillées, les comparaisons de budget, tous ces trucs-là, ça a changé du tout au tout la perception. Parce qu'on voit que c'est possible, il y a des petits gars qui peuvent venir et qui le font. Qu'est-ce qui s'est passé après cette réunion ? Ils ont adopté l'IA maintenant, ils sont vraiment assez... à Neuchâtel, ils l'utilisent. Voilà, il y en a qui poussent ça même pour les cabinets d'avocats. Il y en a un, Romain Dubois, je crois, qui est proche aussi de Baptiste Turny, qui est conseiller... aussi à Berne. Donc, ils ont cette pensée-là. Ils n'ont pas forcément les moyens de le faire parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas les talents vraiment. Donc, c'est très dur de trouver une boîte qui va faire, même si on saurait comment le faire, qui va le faire vraiment. Ça va être coûteux et puis ça sera lourd. Et qui sera disponible sur le long terme pour pouvoir... Voilà, pour maintenir, étoffer tout ça. Il y en a très peu. Il y en a de plus en plus, voilà, évidemment. Mais c'est vrai que ça manque un peu de ça. Et c'est aussi ça qui fait qu'on est assez loin dans tout ce qui est... adoption d'IA, on est d'ailleurs très mauvais. Il y avait un rapport récent de Deloitte j'ai vu. Qui montrait que de Antonio Russo là, qui est un ami aussi, qui montrait que oui, c'était vraiment on est loin en termes d'adoption, de frilosité, tout ça. C'est majoritairement parce que, à mon avis, on n'a pas la connaissance. Le paysage médiatique, il est complètement à côté de la plaque. On est dans des faux débats du siècle passé. Voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi, ils se sentent d'une certaine manière... je pense que l'humanité a du mal avec la perte, justement, de certaines compétences et fonctions qui nous étaient réservées. Et ça, c'est dur. Parce qu'on pourrait nous montrer autre chose. On pourrait nous montrer autre chose. Si quand on était sur les plateaux télé, c'était pas la discussion principale, si on montrait les gains terrain et puis ce que ça fait réellement, cette copensée, comment ça s'articule avec des enfants et tout ça, on verrait en fait à quel point c'est sublimé. Mais c'est pas le cas. Et donc ça, c'est un premier problème. Et l'autre, c'est que la production de talent, ok, il y en a qui sortent dans des écoles qui sont relativement bons. Il y a déjà des cursus qui sont assez efficaces. Par contre, les très bons, ils partent. Parce que au niveau salaire et opportunité, ici, il y a très peu. Et puis après, c'est quand même malgré tout des gens qui passent par la case EPFL, ETH et autres pour faire de la recherche technique sur comment améliorer des LLM ou des choses comme ça.
Il y a eu beaucoup d'efforts investis pour faire des modèles fondations, le PFL, voilà. Ça n'a pas donné grand-chose au final parce que ces modèles-là, ils ont été développés, ils sont peut-être intéressants sur certains aspects techniques, mais après, ils se font balayer par les gros de toute manière qui font mieux. Autant open source que pas. Par exemple, il y avait des Méditrons ou ce genre de choses. Donc à valeur médicale qui ont sur certains benchmarks ont juste été dépassés par la version d'après de ChatGPT parce qu'elle faisait aussi bien au niveau compréhension du monde médical. Donc c'est des efforts un peu futiles, je trouve personnellement. Et en attendant, on n'a pas des talents qui sont directement, comme dans d'autres branches en micro-technique et autres, employables pour créer de la valeur dans les entreprises. C'est ce qu'on aimerait au final. C'est toutes ces entreprises se demandent comment convertir le CAPEX, tous les investissements qu'on entend partout, dans les chiffres en milliards, en valeur. Et ça, on n'a pas encore compris comment le faire, parce qu'on parle de tout ça, mais on sait très bien les firmes, enfin tout ça qui gèrent les investissements, ils savent que le retour sur investissement, il se fait attendre. On n'est pas encore. Quel profil il faut créer? Quel type d'études? Passer un temps, c'était la data science. Alors. Oui, il faut de toute façon être exposé aux bases. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les bases. Donc les bases, ça c'est sûr. Il faut savoir calculer des choses et tout ça. Donc le parcours est assez standard. Par contre, après, il y a un embranchement qui est quel type de projet on fait au final. Donc à l'EPFL, par exemple, il y a des stages en entreprise, ça c'est extrêmement bienvenu. Mais il pourrait y avoir ça pourrait être même une sorte de plateforme où des problèmes pratiques sont remontés, puis après ils font ça comme projet plutôt qu'autre chose. Puis aussi une systématique dans l'approche, ça c'est en santé un truc assez récent, c'est quand il y a un problème qu'on explore, même dans le cadre d'un projet, où on se dit la recherche elle devrait être ouverte ou pas, on peut quand même faire un business plan et puis voir ce que ça implique. Parce que le truc qu'on est en train de créer, il n'est pas démesuré en termes de coûts, il n'est pas réaliste et autres. Dans la santé, on a fait ça très longtemps, avant qu'il y ait des frameworks un peu comme Firm, Stanford et autres, qui disent non, on peut pas, c'est pas soutenable, on peut pas juste développer librement des algorithmes et après on voit si ça a du sens sur le terrain. Ça a des coûts faramineux. Parfois on passe ça rend la certification aussi clinique et autres, toutes ces choses-là très, très difficiles. Donc on a meilleur temps de bien penser le truc au début. C'est pas très long, hein, c'est juste qu'il faut articuler un peu ça pour dire j'estime que si je résous ça, le coût impliqué en termes de token que j'utilise ou je sais pas, c'est 1000 francs par patient, puis du coup c'est mort, ça sert à rien de faire son doctorat dessus ou des choses comme ça. Donc des mécanismes qui préfiltrent un peu en prenant en compte les besoins des entreprises et la valeur sur le terrain, ça serait quand même pas mal bienvenu. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais il y a surtout cet esprit qui est plus trop là aux États-Unis dans certains endroits en tout cas, qui est la recherche libre, ça crée plus de trucs fantastiques. C'est perçu comme un peu ingrat parfois de dire je vais m'intéresser à des problèmes terrain. Mais en réalité, si on regarde par exemple Stanford qui dans le médical fait ce virage, ils publient tout autant qu'avant des papiers intéressants, mais sur des trucs qui sont importants. Donc c'est pas un sacrifice en termes d'aura, c'est ça que je veux dire. Est-ce que j'avais lu une étude qui montrait que les LLM étaient passés dans le monde de l'industrie et n'étaient plus dans le monde de la recherche de par le nombre de LLM qui étaient créés par les industriels. Enfin, quand je dis industriel, c'est aussi industrie du numérique. Et qu'en fait, les modèles dans les milieux de recherche, et ce qui était dur à avaler, c'est que l'IA en fait a switché vers l'industrie et plus vraiment présente dans la recherche. Est-ce que c'est ce que tu constates aussi? Et deux, qu'est-ce que ça change en fait dans ces projets, dans les milieux de recherche? Oui et non, parce que ça dépend qu'est-ce qu'on entend par IA. Si on entend LLM, alors clairement c'est dans les mains des boîtes c'était privées. LLM, c'était génératif en tout cas. Oui, parce que là, clairement, on a discuté avant des moyens en jeu pour faire le bout d'après, en termes de centaines de milliers de GPU qui doivent être utilisés pour l'entraînement, toutes ces choses. Les universités, elles sont hors jeu, de toute façon, pour ça. Donc voilà, donc ça, autant prendre les grands modèles open source qui sortent et puis les fine-tuner dans les universités pour en faire quelque chose, les comprendre, les décortiquer, ça c'est plus intéressant. Par contre, l'IA globale, non, parce qu'on peut faire par exemple distinguer un chat d'un chien ou tous ces petits projets, on peut le faire avec un étudiant qui fait du deep learning. Donc c'est cette capacité de résoudre des problèmes spécifiques, ça par contre on l'a toujours. On peut le faire pour créer de la valeur ou pour faire de la recherche pure. Donc ça existe et ça c'est faisable à l'échelle de l'université clairement. Ça se fait dans plein de domaines, que ce soit physique ou pas. AlphaFold, par exemple, c'est des choses qui sont majoritairement issues aussi d'efforts académiques au départ. Donc de comprendre comment les protéines se font avec Density Functional Theory et tout ça. C'est Google DeepMind quand même qui a pas mal de... C'est DeepMind, mais à la base, c'est quand même beaucoup d'efforts académiques. Alors je n'ai pas exactement les détails en tête, mais je me souviens qu'on en parlait beaucoup dans ce qu'on appelle le scientific machine learning, ce genre de choses.
Donc, voilà, Ça il y a reste beaucoup de choses un qui milieu sont de très recherche abordables. quand même. Ouais. Voilà, mais on peut faire du concret, on peut résoudre des problèmes, tout plein, mais pas faire du LLM à grande échelle. Non, ça, on peut pas. Donc, du coup, pour chasser un peu ça, c'est un peu une perte d'efficacité quand même, et de fond aussi. Et actuellement, on est un peu à se battre sur ce terrain-là. C'est aussi très médiatique, c'est des grosses machines, EPFL, ETH, tout ça. Il y a une volonté de rester dans le paysage médiatique, d'intervenir au niveau le même niveau de conversation que les autres. Puis du coup, on se détache assez vite des réalités terrain. Puis on est dans des préoccupations, c'est quand on voit les tables rondes et autres, qui ne servent pas vraiment. Oui, c'est vrai qu'on retombe toujours sur des sujets qu'on connaît bien. Ouais, et puis c'est en termes de gros investissements qui font une différence, mais en fait, pas tellement, parce que c'est presque bon pour nous que d'autres investissent autant, parce qu'on n'a pas à le faire. Au final, ils nous donnent des LLM open source, et puis nous, on peut créer de la valeur sur le terrain. Donc on pourrait se focaliser que sur ça, de faire que surtout le paysage culturel fasse que nous, on maîtrise en Suisse, dès le plus jeune âge, cette co-pensée efficacement, comme ça tous les métiers s'en trouvent améliorés, en tout cas tous ceux où il y a un peu de réflexion, voilà, donc quasiment tout en fait. Et puis tout le monde est content, puis que créer de la valeur, puis même créer les IA avec ça. On peut utiliser l'IA pour créer de l'IA, évidemment, comme je le fais aussi. Donc ça, c'est vraiment, si on transforme à ce niveau-là, on a gagné. Parce que les investissements, malgré tout ça, le paysage en Suisse, il est fertile. Mais après, voilà, se battre sur ces autres enjeux, je pense que ça crée pas autant de valeur, c'est tout. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans une époque où le numérique est de plus en plus accessible, les outils, et en fait, on est dans cette évolution du faire. Puis on peut le voir dans le milieu des startups. Avant, on pouvait trouver des fonds sur un deck, un PowerPoint. Aujourd'hui, il faut au moins avoir fait un premier POC, ou je ne sais plus comment il s'appelle ça, Proof of Concept. Est-ce qu'on n'est pas dans cette époque du faire, justement, et à travers aussi ce que tu fais à AI Suisse, les formations que tu donnes, en fait, c'est des gens qui ne viennent pas forcément du milieu de l'IA ou de l'informatique, et puis qui peuvent accéder à ces outils et faire. Et moi, je me demande si on n'a pas fait ce mouvement, puis ceux qui avaient un peu moins l'habitude de faire, ils doivent juste réapprendre à s'y mettre. Le faire, c'est vraiment c'est pour revenir un peu, comme on disait, à la réalité empirique. Elle est là, elle bouge pas, elle est indéniable. On peut mettre toutes les couches de langage qu'on veut avec toutes les tables rondes, ça changera pas que ce qu'on observe sur le terrain ou pas. Donc se raccrocher le plus à ça, c'est ça qui a du sens. Puis après, on peut construire les discours qu'on veut. Mais d'avoir une conversation au niveau juste purement langagier, ça amène à rien, évidemment. Donc ça, je l'ai expérimenté plein de fois dans plein de domaines. Et donc, oui, il faut le faire. En plus, pour se détacher, parce qu'on complexifie, on met plein de mots comme des risques et des peurs et plein de choses dans le même seau. Mais au final, si on monte sur le terrain, comment ça marche, quels sont les coûts, quelles sont les implications, quels sont les enjeux, comment on transforme la culture pour que les gens l'utilisent bien, l'adoption soit là et tout, quels sont les enjeux aussi en environnement. Enfin, si c'est fait vraiment comme un projet qu'on réalise, c'est noir sur blanc, il n'y a pas de discussion à avoir. Ça fait ça fait pas autre chose. Puis il n'y a pas tous ces dangers d'IA et autres. Pour moi, ça évoque absolument rien, en tout cas pour ce genre d'initiative. Charles-Édouard, peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce que tu souhaites à Domo Health, dans quelle direction tu souhaites emmener cette entreprise? Pour moi, en tout cas, je ne parle pas au nom de tout le monde forcément. C'est vrai qu'on n'a pas toujours... Vous êtes combien d'ailleurs chez Domo Health? On est une trentaine. Ah ouais, quand même. C'est bien. Et non, le but pour moi, c'est vraiment de pouvoir montrer justement par le terrain, donc à travers les gens qui valorisent, qui comprennent la personnalisation des soins, l'interaction, la valeur de toutes ces données qu'on remonte du terrain, qui ne sont pas aujourd'hui perçues comme médicales, de pouvoir vraiment réfléchir sur ça, faire des parcours de soins où tout est mesuré déjà, parce que là on a de la peine dans le paysage en Suisse, par canton et autres, d'arriver à une vue uniforme de ces données de santé. Donc nous on pourra avoir ces parcours-là, et puis après de pouvoir faire des démonstrations, de valoriser ça en soi, les données, pour à terme faire évoluer le paysage politique aussi vers des modèles de santé qui sont assez différents, en montrant par le terrain les preuves que ça marche et que ça fonctionne et que si on fait ça plutôt que ça, etc. Mais sans le mesurer, c'est très compliqué. Et puis au passage, c'est vraiment, vraiment drastiquement simplifier le travail des gens sur le terrain, qui est à travers tous les outils d'IA qu'on peut imaginer. Et puis que la satisfaction globale des gens sur le terrain, des patients, que de l'écosystème entier soit élevée. Oui, qu'on soit mieux soigné. Ouais, et plus content de le faire aussi. Et plus plutôt que de partir en faire. burn-out et tout ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Charles-Édouard, merci infiniment. Merci. Il faut qu'on retourne une autre interview parce que j'avais plein d'autres questions, mais je crois que
On va le Avec faire. plaisir. Bonne journée. Merci. Bonne journée.